Ok, bien. Ah, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Thierry Show Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. À l'image de celui qu'on a fait sur le bench, on va parler aujourd'hui du deadlift. On sort en plus d'un petit webinaire réservé aux athlètes Thierry Show sur le Le deadlift, deadlift. justement. Du coup, ça fait le pont. Venez chez nous. Voilà. Épisode 30 quand même, donc 30e épisode. Voilà, les boss. Ok, on va garder un petit peu la formule qu'on avait fait sur le comment progresser au bench. Mais on va l'adapter du coup ici. On va peut-être entamer par la partie technique. C'est quoi pour toi le fondamental sur le deadlift, techniquement? Se placer correctement par rapport à la barre. Ok, toi c'est le premier truc auquel tu penses avant Bah, en fait, même. si t'es pas placé correctement, Ouais. t'auras beau faire tout ce que tu veux, Hmm, tout ce que tu veux, ça va pas marcher. ok. Voilà. Et c'est quoi que pour toi c'est quoi se placer correctement par rapport à la barre? Juste en fait se mettre à une distance, à la bonne distance, on va dire par rapport à la barre, c'est-à-dire ni trop près et du coup ne pas pouvoir suffisamment avancer les genoux et inversement ni trop loin où tu dois trop avancer les genoux et du coup ça modifie ton pattern, que ça baisse trop tes hanches. En fait, si tu es trop proche, bah, tu pourras pas avoir les hanches assez basses pour correspondre à ta morphologie. Hmm. Et à l'inverse, si tu es trop loin, tu vas devoir trop avancer les genoux pour être proche de ta barre. Et du coup, tu vas avoir les hanches trop basses par rapport à ce que tu as besoin, en fait. Ouais. Et toi, c'est quoi les déviations techniques, tu vois, que tu vois en coaching qui te montrent direct que le gars, il a une Alors, si position je, de départ qui est pas bonne par rapport à la barre. déjà, si je vois qu'il envoie les genoux de manière excessive vers la barre, Ouais. même s'il y a beaucoup de gens chez qui ça marche bien, euh, la majorité, on va dire, bénéficierait plus à avoir un terre un peu plus RDL qu'autre chose. En tout cas, sur un tradi, je veux dire. Un terre un petit Euh, peu tibia verticaux, quoi. Tibia verticaux, exactement. Espèce de connard. Et donc ça, et bah, les hanches qui remontent, Ouais. simplement, ou alors juste les épaules qui partent trop vers l'avant. Bon, après, il y a quand même une grosse corrélation entre les deux. Mais dans l'ensemble, bah, c'est ce qui en ressort, en fait. De toute façon, tout Ok. part des hanches. Donc, si tes hanches sont mal placées, ton terre sera mauvais. Aussi simple que ça. Ouais. Du coup, très bon pont sur le hinge. Moi, c'est vrai que ça fait sens hein, ce que tu dis, mais moi, du coup, j'aurais dit le premier truc à maîtriser, c'est le hinge. Donc, le fait d'avoir une bonne flexion, extension de hanche, puisque bah, c'est la base du mouvement. Ouais, Sumo ou tradi, de toute manière, ça reste un mouvement de flexion, extension de hanche. Et ouais, du coup, les deux trucs sur lesquels j'insiste au début, c'est ne pas squatter sa barre et ne pas se retrouver en grosse rétroversion pour essayer d'avoir les hanches le plus proche. Et du coup, on a pas mal, c'est vrai que dernièrement, on avait pas mal d'athlètes féminines, justement, enfin, vous, toi et Maëlle, sur lesquels vous avez travaillé ce point-là, des filles en sumo avec beaucoup de rétroversion et du coup, qui se retrouvaient avec un démarrage qui était très très bon, mais un lock hyper compliqué. Et hum, hum, hum. dès que vous avez modifié ça, bah, elles ont tout de suite un peu relancé leur progression, quoi. Faut C'est ça. pas qu'elles stagnaient, C'est ça. mais instantanément, du coup, ça a Après, fait je, la différence. Après, je veux dire, généralement, j'ai l'impression en tout cas que tu vas plus prendre tarif si tu hinges mal sur un tradi, dans tous les cas, vu que sur un sumo. Pareil, tu vas plus prendre tarif si tu es mal placé par rapport à ta barre sur un tradi, parce que sur un sumo, dans tous les cas, tu auras généralement beaucoup plus les tibias verticaux que sur un tradi, et il y aura moins de nuances, on va dire, sur un sumo, euh, de par l'angle du coup d'ouverture. Ouais, mais malgré tout, ouais, je suis d'accord, mais je trouve quand même que en tradi, tu vois, c'est un mouvement un peu plus. Tu vois, Bourrin. ouais, c'est un mouvement un peu plus bourrin, et je trouve que ça te passe beaucoup plus d'erreurs, tu vois, qu'un Ouais, sumo. oui, mais je te parle vraiment en termes de placement par rapport à la barre. C'est-à-dire Ok. que dans tous les cas, un sumo, si la plupart des gens ne sont pas bêtes, ils essaient de se placer le plus proche possible de la barre. Hmm. Et ça a moins de contraintes de se placer proche de la barre sur un sumo que ça n'en aura sur du tradi. En tout cas. Ouais, Sur un tradi, si t'es, vu que bah tu peux pas en vrai, sur un tradi, tu peux pas te coller à la barre. Alors quelqu'un sur un sumo, suffit qu'il ait une bonne mobilité de hanche et en fait, il sera collé à la barre et ça va pas gêner parce que dans tous les cas, ses genoux n'avanceront pas. Donc généralement, c'est ce qui en ressort de mon côté.
Ouais. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des autres points techniques sur lesquels tu t'insistes très rapidement dans les premiers mois de suivi avec quelqu'un? Euh, La protraction des épaules. Même pas en soi, Ah ouais? ça se fait relativement naturellement. Il y a quand même assez peu de personnes qui vraiment forcent la rétraction. J'en ai quand même quelques-uns qui, quand ils commencent, ils forcent la rétraction et ils se font tirer vers l'avant à cause de ça et pas à cause du placement en eux-mêmes. Donc là, je leur cue tout simplement de créer de la tension au niveau du corps, donc vraiment essayer de tendre chaque articulation. Hmm. Donc les bras, les mains, comment ça s'appelle, les épaules, et vraiment de se mettre dans une position verrouillée de partout. Donc il y a ça, mais c'est pas vraiment comment dire, qui me trigger le plus. On va dire ce qui me trigger un peu, c'est ceux qui essaient de trop tirer le slack de la barre Ouais. et en fait se font juste retirer vers l'avant aussi. En fait, c'est simple, c'est que dès que vous faites un truc mauvais sur le terre, vous vous faites tirer vers l'avant. Donc si tu te fais tirer vers l'avant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est aussi Ouais, simple. tirer vers l'avant, en fait, c'est le symptôme de à peu près tous les problèmes Voilà, c'est ça. possibles, tu vois. Bah, en fait, comme le seul point de contact que tu as, ça va être la barre et que comme elle est au sol, le seul truc qui peut arriver en fait de mal, c'est que tu partes vers l'avant. Donc il y a pas de si tu te laisses trop tomber vers l'arrière, tu vas partir vers l'avant. Si tu te mets trop vers l'avant, tu vas partir vers l'avant. Si tu fais n'importe quoi, Ouais. tu vas partir vers l'avant en fait. Ap- C'est Après, ça reste genre naturel au deadlift aussi de d'avoir un porte-à-faux vers l'avant, tu vois. C'est juste qu'il faut pas qu'il soit excessif, tu vois. Mais dans tous à les la barre cas, est sur l'avant, donc c'est normal, ouais, tu vois. voilà. Dans tous les cas, tu vas lutter contre le fait de te faire tirer vers l'avant, tu vois. Mais Voilà. Et je trouve qu'il y en a trop aussi qui essaient de penser à avoir les épaules au-dessus de la barre. Il faut que les épaules soient au-dessus de la barre, mais je pense que les gens ont un peu visualisent pas trop l'endroit en fait qui devrait être au-dessus de la barre. C'est pas ouais. réellement C'est pas l'avant de l'épaule, l'avant, c'est ouais, l'aisselle en fait. Donc ouais, si tu pars vers l'avant et que tu as l'impression d'avoir les épaules qui sont bien placées, si en fait c'est ton faisceau latéral qui est au-dessus de la barre et que tu es pile aligné au niveau de ton bras, normalement tes épaules elles sont censées être très légèrement sur l'avant par rapport à la barre pour que les aisselles soient bien alignées, tout simplement en fait. ouais. Voilà. Oui, surtout que tu cherches généralement un peu de dépression, tu vois, protraction, dépression, tu vois, donc forcément, enfin, je veux dire, c'est pas l'avant de ton épaule qu'il faut regarder, quoi. Mm, mm, Donc, mm. ouais. Et pour le slack, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y en a qui, tu sais, quand tu cherches à trop tirer ton slack, en fait, ils le relâchent, tu vois, ils tirent très fort dessus, et ensuite, au moment où ils font tout le reste, en fait, ils reperdent leur tension sur le slack et ils se retrouvent à ne pas l'avoir tiré forcément, tu vois. C'est ça. Donc moi, c'est un truc que je répète à tort et à travers, mais pense pas à tirer le slack de la barre, je pense à tirer le Se slack mettre en tension. ouais, à te mettre en tension, tirer le slack de ton corps en fait. C'est-à-dire Ouais. une fois que tout est bien placé, si le seul problème que tu as c'est de tirer le slack, bah juste en fait, avant de baisser les hanches, mets-toi sous tension, tire le slack enfin, mets tes bras sous tension, tes épaules sous tension, ton dos sous tension, tu abaisses tes hanches et le slack est censé se tirer de manière automatique en fait. T'es même pas censé y penser en fait. Ouais. C'est Même si censé je être trouve une que en résultante. termes de, enfin, je trouve que c'est un bon truc éducatif le Slack malgré tout, tu vois. Il y a beaucoup de Oui, trucs en ce moment de dire c'est pas primordial, tu vois. En fait, c'est parce qu'on en a fait la base du deadlift, mais en fait non, mais je trouve que c'est quand même mais important, tu vois. tu vas en salle commerciale, tu parles de deadlift aux gens, ils vont te dire ouais, moi je tire bien mon slack. Honnêtement, c'est l'un des premiers trucs que j'entends, alors que bah en Ah fait oui, c'est pas un essentiel en fait. Et tu vois des gens en fait qui tirent le slack comme des zinzins pour faire un peu les mecs, et ils soulèvent la barre sur leur slack de 20 centimètres pour au final partir sur l'avant dès qu'ils engagent la poussée en fait. Je veux dire. Avant, penser aux fondamentaux, et le slack, c'est censé se faire tout seul. ouais, J'ai déjà c'est vu censé des. découler d'une bonne technique, en fait. Voilà, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, oui, si on voit que l'athlète overall tout est bien et juste bah, la barre est pas suffisamment sous tension, bah là, je lui dirais, bah écoute, essaie d'un peu plus tirer le slack. Mais encore une fois, à mon sens, ça viendra plus d'un manque de tension dans le corps plutôt que réellement de. Ouais. En fait, moi j'aime Hormis bien, tu vois. hormis pour un athlète qui a pas de hip shoot, où là, il faut vraiment essayer de conscientiser du coup le fait de, Ouais, user de de la tirer le barre pour se slack. mettre en tension. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais malgré tout, en fait, je trouve que moi, à titre perso, tu vois, j'aime bien tirer parce que c'est ce qui me permet de justement me mettre en protraction, mettre en tension mes hanches, tu vois, malgré tout. Ouais. Du coup, après, c'est un biais, ça, mais.
Après, tu vois, moi, par exemple, je le tire pas de manière consciente parce qu'en fait, moi, je me baisse, j'attrape la barre au millimètre près pour que, en fait, ce soit à l'endroit exact de ma main. Et quand j'envoie mes tibias vers la barre, bah, en C'est fait, comme ça qui fait tirer la barre. bah, comme je l'ai dit, en fait, c'est de la tension, ça se crée tout seul. J'ai même pas besoin d'y penser, en fait. Je ne pense pas à tirer ce slack. Et au final, bah, c'est pour ça que j'ai failli le 300, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que si t'avais mieux tiré ton Je t'ai slack, ça senti aurait venir, été ouais. 300? Donc voilà. Ok. Ouais, bah, Après, la base, c'est le bracing, donc un bon alignement sternopelvien si vous avez. Bah non, j'allais dire si vous avez écouté le webinaire, mais ça, faut être athlète Kiritsu. Euh, donc avoir le bassin et le diaphragme bien alignés pour avoir un tronc bien solide, tout simplement, ouais. et avoir de la place pour construire avoir une bonne pression intra-abdominale. Donc ça, Malgré tout, je trouve que tu c'est vois, le moins. bracing, Ouais. je le coach beaucoup moins sur un deadlift, tu vois. Le Excuse-nous, coach, il voit que le excuse-nous, gars. Nick Menders. Non, en plus, Nick Menders, C'est la ceinture. c'est la Ouais, je ceinture. sais. Mais non, mais c'est pas que je le coach moins, mais c'est juste que, en fait, à partir du moment où le mec il a un buste solide, je vais rarement lui dire ouais, ton bracing, tu vois. Si le gars défixe pas dans tous les sens, et encore, généralement, quand il défixe, c'est pas le premier truc que je me dis, genre brace mieux, tu vois. C'est que généralement, techniquement, il y a un truc, tu vois. Ouais. Mais en fait, je trouve que de par la position, tu Après, il n'y a peux. pas que, il y a pas que cet aspect, à mon sens, défixation dans le bracing. Tu as aussi l'aspect plus de pression, dit aussi plus de développement de force. Tu vois, je veux dire, Oui, il y a ouais, des gens aussi, transfert même de si, force, ouais. voilà, ils se défixent pas, mais avec un bon bracing, ils pourraient peut-être tirer 5-10 kilos de plus, tu vois. Ouais, ouais. Parce que du coup, ils n'arrivent pas à tirer suffisamment longtemps et bah, en fait, ils ont l'impression de casser trop tôt, en fait. Ouais, Tout quand ils ont simplement. un gros sticking point, et là, du coup, vu qu'ils ont Mm. pas trop de solidité, pas trop de pression, bah, d'un coup, ça lâche, quoi. C'est ça. Effectivement. Mais, euh, mais tu vois, enfin, ça, en fait, c'est hyper individuel. La manière dont je vais l'expliquer, ça va vraiment être dépendant aussi de la technique du gars, tu vois. Je veux dire, si le gars, il a un tradi, mais qui brace en bas ou qui brace en haut, déjà, genre, c'est pas la même chose pour moi, tu vois. Bon, après, déjà, il y a un tradi et brace en bas, pour moi, je lui dis, bah, brace en haut, déjà. Brace Ouais. debout, tu vois. À votre avis, pourquoi? Mais Attends. Question pour un champion. Pourquoi question est-ce pour que c'est différent? bah, déjà, pour moi, c'est quand tu es debout, déjà, tu as beaucoup plus de capacité à justement. Garder cet alignement sternopelvien. Ouais, ouais, parce que du coup, quand tu te fléchis, généralement, tu sais, les gens qui passent 30 secondes en bas, ils sont complètement arrondis, complètement en rétroversion, les épaules complètement vers l'avant, et à ce moment-là, il y a zéro alignement déjà. Donc en fait, même s'ils respirent de toute manière, ils respirent enfin, tu sais, ils vont bloquer une position qui est mauvaise. Et en plus, vu que tu es complètement écrasé, tu t'écrases complètement, et ben tu te retrouves à pas vraiment pouvoir entre guillemets gonfler ton ventre, même si c'est pas que ça, tu vois, mais moi c'est principalement la raison pour laquelle généralement quand le mec il passe 30 secondes en bas, je lui dis mais juste relève-toi, brace et tire la barre en fait. Surtout que ça va éviter en plus qu'il passe 45 secondes en bas à se poser 36 000 questions, tu vois. Je Ouais. trouve que ça rend le truc aussi plus instinctif de se dire bon bah j'ai brace, j'ai pas 45 secondes pour me setup, J'attrape, je j'attrape tire. la barre. Ouais voilà, c'est ça. Je sais pas, soit un homme quoi. Euh, et puis Toi, aussi, toi, toi. Ouais, il y avait un autre il y truc a que aussi cet tu. aspect que sur un tradi, la ceinture va énormément impacter la position de ton buste. Donc on parlait de mauvaise position en bas. Si tu viens prendre ton bracing en bas alors que tu es déjà recroquevillé sur toi-même, que la ceinture, tu sens qu'elle te rentre dans le bide à moitié parce que bah, tu as le buste ultra court, bah, en fait, juste brace en haut. Et c'est la même chose que moi j'utilise par exemple quand tu mets des bandes de tirage sur un RDL ou sur un stiff leg, des choses comme ça. Euh, Si tu prends pas ton bracing en haut, c'est que tu le prends en bas alors que avec une ceinture, la ceinture va bouger en fait entre ta position en haut et en bas. Donc tu vas te retrouver la ceinture à moitié en biais sur ton buste. Donc même si tu avais la capacité de prendre un bon bracing en bas, bah il serait pas maximal juste parce que la ceinture n'est pas bien placée en fait. Donc il y a cet aspect-là et c'est pour ça que à la rigueur, moi ce que je conseille, c'est si tu veux prendre ton bracing en bas, d'abord prends un micro bracing en haut juste en gonflant ton ventre et en mettant de la pression contre la ceinture pour qu'elle reste en place en gardant relativement bien ta position et après en bas tu complètes ce bracing là.
C'est plus compliqué, ça demande plus de pratique, mais dans un sens, ça t'évite en fait d'avoir des problèmes de position de ceinture qui après viennent impacter aussi ton deadlift, concrètement. Ouais. Et je trouve même, enfin, pour plein de choses, je trouve que c'est quand même plus simple. Et c'est pour ça que, honnêtement, tradi, j'ai vite tendance à conseiller au gars de l'arrêter. Et très souvent, enfin, j'ai rarement eu le cas où la personne se sent finalement plus à l'aise comme elle faisait avant, tu vois. Généralement, ils me disent tous au bout d'un moment, en fait, c'est beaucoup mieux, tu vois. Ouais. C'est Ouais. chiant parce que tu l'as trop setup. Et encore, t'es même pas obligé de te setup entre chaque rep, tu vois, même si moi j'aime bien. Euh, euh, mais au moins pour la première, tu vois. Ouais. Après, toi, je sais que tu enchaînes comme un Golgoth, mais... Ouais, mais moi je reprends ma respiration comme un connard en bas, c'est tout. Ce que j'avais tendance à faire avant, il fut un temps, il y a 3-4 ans, parce que je suis un OG, C'est un OG, ouais. c'est que sur mon terre, en fait, je reprenais ma respiration en haut, avec la barre dans les mains. C'est pas la meilleure chose à faire. Tu hack le... Ouais. Et en gros, ça te permet d'enchaîner les reps et en fait, tu arrives en bas, tu lâches jamais le slack. En fait, tu reposes la barre, mais sans réellement la poser. Ouais. Et t'as jamais à retirer le slack, en fait. Parce que le slack, même si on dirait pas, à mon sens, c'est ce qui crée le plus de fatigue, en fait, sur ton terre, tu vois. Genre, moi, je sais très bien que à l'époque, j'avais peut-être un max à 2,40 au terre. Je pouvais faire un 5 tuplé à 2,30, mais tirer 2,40, c'était pas possible, tu vois. Juste parce que, Moi, en c'est fait. l'inverse qui est pas possible. Mais et maintenant c'est l'inverse, je fais un triple à 2,20 et je tire 280 et pas 300 du coup. mais mais voilà quoi. Mais après ouais pour le sumo t'es beaucoup moins gêné, tout simplement parce que t'as une position qui est beaucoup plus verticale. Ouais, Donc à ce moment-là, un peu comme sur un squat en fait, tu peux que faire un bon bracing en fait et encore. sauf si t'es en complète rétroversion, et C'est ça. à ce moment-là, amène le lock. Amène le lock. Du coup, Mais là, ça a été patch, là, ton truc. Tu fais plus de bracing avec la barre dans les mains. non. Ça, c'était à l'époque où je faisais ou grip. En plus, Wow. je pouvais enchaîner des 12 reps RDL à 200 kg en grip. Le hook grip en tradi. Ouais, je suis pour. Ah, t'es pour? Ouais, je suis pas contre. En vrai, c'est vraiment j'aurais tendance à la excuse pour les athlètes qui ont des tendances à avoir des douleurs au biceps ou qui ont du mal à tendre les bras Ouais. sur leur terre. Mais en fait, en sumo, pour moi, c'est si tu as la possibilité de le faire, fais-le parce qu'en fait, tu vas être tellement gêné et tu vas te prendre un stick kick point de zinzin aux cuisses. C'est le cas que j'ai avec Terry, par exemple. Terry, il tire en sumo, sauf que il a des mains de 3 cm de nain et il peut pas ou grip en fait. Ce n'est pas possible. C'est impossible, on a essayé. Et du coup, on est obligé de mix. Sauf qu'en fait, il attrape des bleus aux adducteurs parce qu'à chaque fois, il doit passer ce point-là. Et en fait, il passe de RPE 0 alors qu'il tire de droit au démarrage à Ouais. RPE 10 au lock à cause des mains, en fait. Ouais, parce que sa main Ouais, en supination, elle frotte. et du coup, on essaie de jouer un petit peu sur l'écartement des mains sur la barre pour que mais en fait, ça change rien. Donc voilà. Dans tous les cas, en sumo, à un moment, tes mains vont passer contre tes cuisses. Tu vois, ça va être, Ouais, c'est ça. ou alors, tu te retrouves en snatch grip, mais du coup, tu perds un peu l'intérêt de faire un sumo. Tu vois. Mm. Enfin, l'amplitude que tu gagnes à écarter les jambes, tu la repères à écarter trop les mains. De toute façon. Exactement. Exactement. Et niveau transfert de force, de toute façon, tirer main écartée, c'est pas forcément le mieux, quoi. Sauf pour construire une grosse chaîne postérieure. Exactement. Mais on y reviendra après. Ok, est-ce que techniquement, il y a encore des points que tu voudrais aborder ou... C'est relativement simple en vrai, le deadlift, c'est Ouais, vraiment. place-toi, tire et terminé, quoi. Ok. Du coup, on va pouvoir passer sur l'aspect plutôt programmation. Si, je voulais revenir sur quelque chose, Ah. quelque chose que je vois souvent, c'est des athlètes qui ont tendance à essayer de trop rapprocher les hanches de la barre. Ouais, ça va avec la rétroversion, ça, un petit peu. Voilà, avec la position du bassin. Mais en fait, les gens, quand ils font du sumo, ils ont tendance à juste en fait se dire, ok, plus j'aurai les hanches proches de la barre, plus ce sera facile. Oui, mais non. En fait, en fait, en sumo, faut se dire que faire une extension de hanche sur un sumo, c'est beaucoup plus compliqué que faire sur une extension de hanche sur un tradi. Donc, si tu démarres dos rond, en fait, tu te mets déjà des bâtons dans les roues et ce sera beaucoup plus compliqué de lock avec un dos rond en bas avec un tradi avec un sumo, pardon, qu'avec un tradi. Donc, si tu démarres les lombaires fléchis, en fait, même si le démarrage passe bien,
le lock, tu vas te prendre une clim en fait instant en haut. Le pire combo, c'est rétroversion de bassin et lock des genoux une fois que la barre elle passe. Et alors là, tu sais que le deadlift qui se termine jamais. Il est mort, voilà, exactement. Et mais du coup, en fait, ce que j'aime bien Q's, moi, c'est quand les gens ont tendance à ça. J'avais par exemple Kylian, où il y avait Manon dont Maël s'occupe, qui avait tendance en fait à juste essayer de rapprocher les hanches plus proche de la barre. Certes, elle a 2 cm avec les hanches, mais avec la barre, je veux dire, mais rien qu'en essayant en fait d'avoir le dos lock dans une position et d'envoyer les hanches proches vers la barre, mais de s'arrêter au point où on sent que ça bloque avant que les hanches s'arrondissent. En fait, tu te retrouves au meilleur point parce que tes hanches sont bien placées, le dos est droit. Donc certes, le démarrage paraîtra peut-être un tout petit peu plus dur, mais derrière, en fait, tu vas passer d'un terre RP10 que tu peux pas lock à 20 kg en plus et la difficulté répartie sur l'entièreté du mouvement, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un gros travail aussi je trouve, de proprio, de dissocier le fait d'envoyer tes hanches en avant. En fait, c'est comme au squat, tu vois, dissocier le fait d'envoyer ton bassin en antéversion pour hinge et envoyer de la flexion de hanche. Bah là, c'est pareil, au terre, il y a une différence entre faire ton Envoyer vers extension de l'avant, hanche et faire une rétroversion, tu vois. Mm. C'est le problème avec. Enfin, j'aime bien la Q, moi, j'aime bien la Q du hip thrust, tu vois d'imaginer que tu fais un hip thrust debout. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui vont avoir tendance à vouloir accentuer tellement le truc, le rendre tellement explosif qu'ils vont juste envoyer le bassin aussi de trop, tu vois, ils vont perdre, même si je fais un hip thrust, normalement, tu es censé avoir le bassin fixé aussi, tu vois. Mais c'est un peu le problème quand tu dis d'envoyer fort les hanches en avant, c'est que par moment, les gens, ils vont commencer juste à fort envoyer le bassin et dans tous les cas, en fait, à partir du moment où tu défixes, justement, tu perds cet alignement, dans tous les cas, il y a de fortes chances que ça joue contre toi à un moment, tu vois. Ouais. Donc, Rien à ajouter de mon côté. Bon petit reminder. Et du coup, passons au côté programmation. Même si là, ça va être un peu pareil, honnêtement, le deadlift, c'est pas le. Je trouve que c'est pas le mouvement sur lequel tu as le plus d'horizons possible en termes de programmation. Ouais. Par rapport à. Bah, on a fait le précédent épisode sur le bench où tu as déjà beaucoup plus de fréquences, donc tu as beaucoup plus de possibilités d'aménager une semaine. Là, pour le coup, en règle générale, tu vas être entre 1 et 3 fréquences. Donc, 3 fréquences, c'est assez rare quand même. On est plus entre 1 et 2 généralement, mais. Ouais. Même si chez les filles, j'aime bien 3, mais histoire de. C'est pour faire le mec exotique un peu, tu vois. Non, je ne me prononcerai pas. Tu me suis pas là-dessus. 3 fréquences au deadlift chez les filles, tu me suis pas. Oui, en vrai, moi, je serais même capable d'en mettre 4 si ça marche, tu vois. Mais genre, Ouais. et en fait, C'est pas le premier truc sur lequel voilà, tu vas pour jouer. moi, je vais jouer sur l'intensité ou la répartition du volume hebdo sur tel ou tel jour pour que ça carry en fait. La seule raison en fait pour laquelle j'augmenterai une fréquence, c'est que l'athlète, peu importe ce que je dis, il arrive sur sa fréquence et il se sent totalement désentraîné en fait. Mais à mon Non, en sens, vrai, moi, je pensais, quand je parlais de 3 fréquences, je pense à des terres comme Leïna, par exemple, vu qu'elle a 10 cm de ROM. Même si, après, sur 2 fréquences, tu as moyen aussi d'augmenter son stress, tu vois. Mais juste, elle, 3 fréquences, elle en bénéficie bien parce que elle a un terre ultra optimisé, quoi. Mais, ouais, du coup, toi, tu es plutôt sur 1 à 2 fréquences. Est-ce qu'il y a des patterns de programmation qui reviennent régulièrement, tu vois, de ton côté? j'aime bien mettre j'aime bien mettre beaucoup de répétitions sur le jour secondaire, au-dessus de 5 et descendre entre 5 et 8 et garder assez peu de répétitions sur le jour primaire avec un top 7. C'est tout. Ouais. Généralement, j'aurais tendance aussi peut-être à mettre Du RDL en jour du secondaire. RDL en jour secondaire. En vrai, quasi tout le temps. Parce que en fait, tu bénéficieras toujours d'un RDL, que tu fasses du sumo, du tradi, peu importe. Il y a tellement de bénéfices en fait à cet exercice que pour moi, c'est un invariable. Et Voilà. est-ce que tu observes réellement des grosses différences entre un sumo et un tradi, tu vois, sur ta manière de programmer? Pas vraiment. En vrai, pas vraiment. C'est pas Surtout un truc que sur, tu prends en compte directement. si, sur le taper, Ouais. sur un taper, j'aurais tendance à être moins agressif là-dessus et à garder plus de volume d'entraînement sur le taper. Mais dans l'ensemble, non, il n'y a pas tant de différence que ça. J'aurais tendance à avoir plus de volume d'entraînement forcément sur un sumo. Et comment dire?
j'aurais plus d'écart en termes d'intensité, en termes de pourcentage entre le jour secondaire et le jour primaire sur un tradi. Mais finalement, ça reste la même chose dans voilà, l'absolu. et niveau récup, ça diffère aussi un petit peu. C'est pour ça que je te dis que sur le jour secondaire, j'aurais tendance à être un petit peu plus bas sur le tradi. Mais sinon, c'est tout. Ok. Voilà. Et toi? Ça fait sens. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le taper. Honnêtement, moi, tu vois, le taper classique en tradi, ce serait limite avoir juste une single, tu vois. Mais tu fais ça en sumo, surtout que tu vois, genre une single RPE 5-6 au tradi, ça peut très bien faire l'affaire, tu vois. Autant faire ça en sumo, Ouais. c'est le désentraînement assuré quasiment le jour de la comp, tu vas avoir l'impression de tirer la terre. Mais après, ça, c'est assez relatif au degré d'optimisation aussi, tu vois. Ça, c'est relatif un peu pour tous les mouvements. Plus ton mouvement il est optimisé, moins il génère de stress, et plus sur un taper, il va falloir faire attention Ouais. à pas être trop agressif, tu vois. Mais je trouve que c'est vachement exacerbé au terre. Et après, en règle générale, le mec en tradi, comme tu disais, il va devoir, vu que son mouvement va quand même générer plus de stress, que ce soit entre ces deux séances ou à l'intérieur de sa séance, va y avoir des drops qui vont devoir être un peu plus importants, à mon sens. Je sais pas si ça fait sens ce que je veux J'ai dire. pas de quoi. Entre un top 7 et un back-off, je veux dire? Ouais, par exemple, tu vois, Ouais. tu vas devoir drop beaucoup plus, et quand Ouais. tu as deux fréquences avec vraiment une que tu priorises, va aussi y avoir un drop plus important, tu vois. Tu te retrouves plus facilement à terre, par exemple, 160 sur un jour secondaire en tradi et Ouais. 240 sur un primaire, Ça. alors qu'en sumo, ça fait beaucoup moins sens. Tu vois. Mm. Mais sinon, en termes de programmation pure, c'est toujours la même chose en fait. C'est une question de degré d'optimisation. Pas forcément optimisation dans le sens réduire un max l'amplitude, mais juste optimisation dans le sens avoir une technique stable. Et du coup, le stress généré c'est toujours ça en fait, la programmation, c'est quel stress génère le mouvement à Ouais. l'athlète, et puis qu'est-ce C'est du qu'il a test. besoin, Je vais te dire. ce dont Dans il a un, besoin, tu vois. c'est ça. Dans un sens, vous pouvez très bien partir d'une base, un peu comme on vous a dit là, et après c'est du test. Ouais, Si ça marche bien, tu changes pas, et après c'est juste du binaire. Si c'est oui ou non. ouais. Si t'es dans le oui, bah tu fais oui ou non pareil, etc. Bon, je pourrais pas décrire le truc non plus. Bah non, mais c'est ça, mais c'est en gros, tu tentes de t'entraîner sur ton jour primaire. Augmente l'intensité Est-ce sur le que. jour secondaire. Ouais, Si jamais ça change rien, essaie d'augmenter peut-être d'une série à la place. Si jamais ça change rien, essaie bah tu réduis, tu vois. ou rapproche les deux fréquences. Ouais, Vaut mieux que tu sois désentraîné sur ton jour secondaire qu'inversement. ouais. Euh, en fait, c'est pareil que pour le bench, il y a 25 millions de choses qu'on peut faire. Mais je veux dire, après, ça dépend du symptôme que tu ressens sur ton jour X, en fait. Ouais. Il y avait un réel, on avait sorti un réel, et globalement, c'est une assez bonne marche à suivre. C'est si t'es rincé, bah, c'est que probablement t'en fais un peu trop. Si par contre tu sens que tu sous-performes alors que tu te sens hyper frais, c'est probablement que t'en fais pas assez, tu vois. Et après, Exactement, en fonction, tu t'ajustes. c'est ça. Voilà. Et en termes de programmation, mais plutôt de programmation d'exercice, tu vois. Est-ce que là, je pense que sur le deadlift, là où au bench, tu disais, il n'y a pas vraiment d'exercice que je vais vraiment mettre comme un support au bench. Est-ce que là, sur le deadlift, il y a des choses? En fait, ça va vraiment dépendre le RDL, mais moi je considère plus ça comme une variation de deadlift que réellement comme un exercice accessoire. Ok. C'est-à-dire je le compte comme du volume d'entraînement deadlift parce que je le charge comme un poney à chaque fois. Euh, Nathan peut relate, quoique lui il est juste gaze, donc Moi, c'est différent. je suis Sam Cook. Euh, mais sinon j'aime bien tout ce qui est. En fait, je vais mettre. Sinon, ça va être extension lombaire ISO et Jefferson curl. Je sais que Nathan va me dire je suis un bricoleur, mais Bon, même pas du tout. Jefferson curl assez lourd et Copenhagen plank et adducteur machine, c'est tout. Adducteur machine Copenhagen plank pour les sumo pullers et J'allais te dire, est-ce que pour les tradis aussi? non. Ok. Ou un tradi très large, mais c'est vraiment si l'athlète me dit j'ai des douleurs aux adducteurs, ok, là je t'en rajouter un parce que tu manques de résilience sur le tissu. Mais Hmm. sinon, pour ceux qui tirent très 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 dos rond, ce sera ou extension lombaire
En ISO pour travailler sa capacité à maintenir son dos, justement? Non, ça, et extension lombaire ISO, je le mets juste pour les gens qui ont des douleurs lombaires, en fait. Ça marche super bien à chaque fois. Mais sinon, en fait, j'aime bien mettre les deux. En fait, je mets genre 2 séries d'extensions lombaires classiques Et après, deux séries d'ISO pour se finir sans forcément être en concentrique, excentrique, etc. Et l'ISO, c'est très bien aussi pour de la réhab, donc c'est nickel. Et Jefferson Curl, quand la personne n'a pas de possibilité de faire d'extension lombaire parce que son banc est à chier, ou alors elle congestionne trop vite des bras, ou alors autre chose. Et à ce moment-là, je mets Jefferson Curl déficit en chargeant comme un poney, bien sûr, en y allant progressivement, parce que l'amplitude n'est pas la même qu'un extension lombaire. Donc normalement, déjà, si tu mets 60 kg, tu prends tarif. Ouais. Mais voilà. Parce que tu t'observes que ça peut faire gagner en tolérance sur le mouvement derrière, ou c'est juste histoire de pratiquer un exo de chaîne post? Les deux. Les deux? Ouais. Tu peux le programmer dans les deux objectifs, quoi. Ouais, mais j'aurais tendance à le mettre principalement pour de l'aspect résilience. C'est très rarement juste pour rajouter du chaîne post. Enfin, chaîne post, j'ai envie de te dire, t'as déjà ton terre, t'as Ouais. déjà ton squat. C'est pas nécessaire de rajouter du volume de chaîne post, à mon Non, sens. mais vraiment qui cible précisément Ouais, la zone des lombaires, tu vois. non, pas spécialement, en vrai. Ouais. C'est rarement un truc limitant pour toi. Ouais, à part si je vois que l'athlète est vraiment limité au niveau de sa congestion et qu'il finit les séances en bousillé au niveau des lombaires parce qu'il congestionne trop vite. Bon, même si généralement c'est que la tête a tendance à être trop antéversée sur ses mouvements, j'aurais tendance à mettre une à deux séries dans la semaine d'extension lombaire. Et généralement, on voit très rapidement en fait que l'athlète a une plus grosse résistance et une plus grosse capacité journalière sur ses hinges en fait. Ouais, je suis d'accord. Si vous avez en vrai, ce que j'aurais tendance à utiliser, c'est genre par exemple, je donne l'exemple de Terry qui pouvait même plus faire un terre à 100 kg. Quand je l'ai récupéré, j'ai intégré des extensions lombaires du coup à la place d'une fréquence du terre. Donc ça permet de garder le pattern enfin le pattern, pas réellement, mais je veux dire le stimulus, un stimulus, je veux dire sur la chaîne post, et à la fois ça lui permettait de juste en fait renforcer sa chaîne lombaire, qui était le problème. Et depuis, il terre 180 kg, tu vois. Donc, et au niveau de la manière dont tu programmes l'extension lombaire par rapport au pad, tu vas chercher plutôt le pad au-dessus de la hanche ou en dessous de la hanche, ça va différer. là, on parle d'extension lombaire, on parle pas d'extension de Ok, buste. ouais, oui, ok, oui, dans ce sens-là, Voilà. oui. Extension lombaire, plus haut, comme ça te permet d'avoir une grosse flexion de colonne. Flexion, extension, ouais. Moi, ce que je cherche, c'est de la flexion de colonne, c'est pas de l'extension de buste, tu vois. Ouais. Tu vas jamais utiliser vraiment les extensions de buste, tu vas préférer un autre exo. C'est très rare que, en fait, je voie des athlètes qui soient limités par leur fessier, quoi. En vrai, avec la plupart Le RDL et le low bar, la plupart des gens sont prédominants en chaîne post dans tous les cas. C'est rare qu'ils soient prédominants en chaîne antérieure. Et à ce moment-là, j'aurais tendance à plus privilégier l'extension lombaire. Et puis même si l'extension lombaire, c'est pas focus non plus fessier, ça travaille quand même, tu vois. Donc, ouais, dans tous les cas. Ok, ça fait sens, ça me et va. toi Moi, je vais avoir toutes les variantes de RDL un peu possibles. Ça va vraiment dépendre de pourquoi je programme du RDL. Est-ce que c'est pour être proche d'un deadlift tradi, par exemple? À ce moment-là, je vais pas forcément avoir tendance à chercher à augmenter particulièrement l'amplitude. Après, si c'est pour une question de vraiment purement mass builder, je vais bien aimer le snatch grip. Parce que juste ça augmente ta capacité à descendre. Bien que souvent, en fait, je me rends compte que finalement, le snatch grip, le problème, c'est que à un moment, quand t'es bloqué en flexion de hanche, ça n'a plus forcément d'intérêt, tu vois, quand tu vois, en fait, quand tu augmentes, chercher à augmenter, c'est comme l'histoire du déficit deadlift. C'est qu'à un moment, tu vois, quand tu peux plus reculer les hanches, tu compenses en genou, tu veux bah dire? ouais, t'es obligé de compenser soit en genou, soit en flexion de colonne, tu vois. Donc en fait, finalement, ça n'a pas forcément tout le temps d'intérêt. C'est pour ça que Après, je sais que faut vraiment avoir une mobilité de hanche à chier pour être bloqué sur un snatch grip deadlift, tu vois. ah Parce que bah, il y en a, tu vois. le snatch grip, Oui. c'est pas, je veux dire, la plupart des gens sont pas gênés en bas du mouvement, mais plus en haut, en fait, avoir en fait, une tension de contraction qui est beaucoup plus élevée que sur un RDL classique, en fait. Mais ouais, j'aime bien ça.
Et sinon ça va être le banc Humbert et soit comme dit, focus plutôt chaîne post, soit vraiment purement se focus sur la flexion de colonne et l'extension de colonne. Après, en termes d'exercice, je peux y avoir du hip thrust, mais honnêtement, ça c'est Ouais, plus c'est une juste si question on veut. d'adhésion, ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai Violette qui m'en avait demandé parce qu'elle voulait se tabasser, mais du coup, j'en ai mis. Mais après, c'est un exercice en fait qui crée beaucoup de fatigue pour pas grand chose, donc je suis pas forcément très fan, tu vois. S'il y a une bonne machine à hip thrust, pourquoi pas, mais c'est pas le premier truc que je vais Ouais, programmer, tu vois. je suis d'accord. Mais après, c'est comme le hip thrust, enfin, une bonne machine à hip thrust, c'est un peu comme un bon leg curl assis, c'est que ça permet de juste de travailler en tension de contraction plutôt qu'en tout le temps en tension d'étirement, tu vois. Mais honnêtement, même déjà d'un point de vue body, déjà ça s'entend un peu plus. Mais je trouve que d'un point de vue FA, c'est pas ce qui, à la limite, ça peut, en termes de résilience de tes tissus, ça peut peut-être changer quelque chose. Et encore, j'en suis pas forcément certain. Bah, en fait, c'est juste que généralement, les Mais exercices à tension de contraction seront beaucoup moins taxants qu'un exercice à tension d'étirement. Donc, déjà, ça, c'est premièrement. Donc, tu pourras, par exemple, moi, quelque chose que j'ai tendance à faire en body, c'est que quand je vois que l'athlète a du mal à récupérer, enfin, quand je vois que l'athlète, on arrive par exemple en période de sèche ou quoi que ce soit, et que on doit vraiment descendre en termes de body fat et que niveau énergie, bah, ça descend, j'aurais tendance à switch un peu de volume d'entraînement sur les exercices à tension d'étirement par des exercices à tension de contraction ou par des exercices d'isolation. ouais, c'est ce que j'allais dire. Le premier truc, ouais, mais dans ce cas-là, moi, le premier truc que je fais déjà, c'est plutôt de switch sur des exos machine ou machine puis isolation. Bah, genre Et un RDL, j'aurais tendance peut-être à le remplacer par un hip thrust. Si je vois que le hip thrust est quand même taxant, c'est je le remplace par une extension à la poulie, tu vois. ouais, mais du coup, justement, le truc en fait avec ça, c'est que l'avantage entre guillemets de générer moins de fatigue parce que c'est un mouvement à tension de contraction, en fait, il est contrebalancé par le fait que au hip thrust, tu vas mettre 400 kilos en fait. Exactement. Donc, dans tous les cas, en fait, le hip thrust, je trouve que c'est de la merde, tu vois. Ouais. Mais, Sur une mais bonne voilà, machine, en vrai, c'est bien, mais sinon. ouais, mais voilà. Et sinon, en termes d'exo, là, tout de suite, honnêtement, je sèche. Hmm. Il n'y a pas vraiment d'exo que je. Si le Copenhagen Plank, ouais, pour les sumo pullers, ouais, mais sinon. Bon, après, le Copenhagen Plank, en vrai, j'ai même tendance à le mettre un peu pour tout le monde. Juste Non, histoire non. de. Par moment, tu vois, pour la résilience. Juste d'être travaillé sur un autre plan qu'un plan en étant debout mais sinon non. Ok. Et du coup, je voulais te poser une question sur le hip thrust, je voulais te dire sur-côté, sous-côté, mais du coup, on y a répondu. Ouais, c'est de la merde. Globalement. C'est de la merde. Je passer plus de temps à charger la barre. Putain, c'est Ouais. dommage que je puisse pas intégrer des vidéos de moi en train de faire du hip thrust sans le podcast. Ok, ok, Denis Gallois. Et moi, quand j'étais chauve, sans barbe, en train de faire des hip thrusts à 270 kilos. Bah, en série de 22 Exactement. Calibré en plus. à Euh, calibrer. ouais, calibré. Ouais, c'était l'époque. Avec la mousse ou pas? Avec le poussipad? Alors, j'avais pas pris la mousse, j'avais pris un tapis de la SNCF qui faisait que j'avais plié en 25, une couverture pour qu'elle fasse 20 cm d'épaisseur parce que sinon j'avais les voilà Ouais, rien que pour ça. les Cugnestas qui étaient Ouais, pas ouais. sereines quoi. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur le deadlift que tu voulais aborder, auquel tu penses? Hein? C'est plus fort. Ou c'est plus fort, ouais, tirer plus fort. Je fais pas de tir, quoi. Ouais, ça passe pas de tir. Et si, j'ai une question. Les tibias verticaux, sous-côté ou Ouais, sur-côté? je suis surcoté de zinzin. Je dis ça parce que voilà, parce que t'es rageux, t'es un rageux. Je Non, dis ça parce que je suis un Eliam fan account, mais. exactement. C'est peut-être pour ça que t'es nul au terre aussi d'ailleurs. Ouah, zinzin. C'est ça dans ce que j'entends. Maintenant, c'est un homme cuisse. Il a rien d'autre. C'est pour ça qu'il est fort et que c'est un sgeg au bench. Voilà. Il a des cuisses, c'est des poteaux et il a un haut du corps, c'est un ficello, frère. Ah, c'est bon. Quand je vais tirer 300 en vitrol, maman. Ouais. Pas en 2024, mais.
en 2028. Oh putain. J'espère que tu bencheras 150 avant de faire 300 quand même. Putain, il faudrait. Hein. Moi, je Quelle vais honte. sûrement bench 200 avant de faire 300. Ça saoule. Non, non. Tu terres 300 dans 4 semaines. Ah ouais? Ouais, je Pas pense. la semaine prochaine? Non. Oh Non, t'es putain. puni. Merde. Si, on a oublié un truc, c'est pour être bon au tradi, il faut consommer les compléments alimentaires NutriPure. Et il y a un Avec truc encore mieux pour être bon en FA, il faut prendre un coaching chez Kiritsu. Kiritsu. Eh oui, c'est important. Chez Kiritsu. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à venir en DM, histoire de déjà discuter, faire un petit bilan de où vous en êtes, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter, essayer de tirer un petit peu 2-3 axes de progression, et puis éventuellement discuter d'un suivi personnalisé, parce que c'est ce qui vous fera forcément avancer beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Bisous. Bisous.